m'entend pas, levez la main. Qui n'entend pas le français, levez la main. Qu'est-ce que ça veut dire le logiciel libre? Je puis expliquer le logiciel libre en 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. Trois principes que le gouvernement actuel de la France ne respecte plus. Donc, liberté, parce que tous les utilisateurs disposent des mêmes libertés, sont libres pour faire toutes les choses utiles et éthiques avec le logiciel qu'ils utilisent. Égalité, parce que tous les utilisateurs disposent des mêmes libertés. Et fraternité, parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs, tandis que le logiciel privateur, le logiciel pas libre, interdit la coopération. Le logiciel privateur s'appelle comme ça parce que ces programmes privent la liberté aux utilisateurs. Ils maintiennent les utilisateurs dans un état de division et impuissance. Division parce que chacun est interdit de le partager avec les autres, et impuissance parce que les utilisateurs ne disposent pas du code source, ne peuvent pas le changer, ne peuvent pas même vérifier indépendamment ce que fait le programme. Mais le logiciel libre respecte la liberté des utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut le définir plus spécifiquement. Donc, un programme est libre si l'utilisateur a les 4 libertés essentielles. La liberté 0, c'est la liberté de faire tourner le programme comme tu veux. La liberté numéro 1, c'est la liberté d'étudier le code source du programme et de le changer pour que le programme fasse ce que tu veux. La liberté numéro 2, c'est la liberté d'aider le voisin. C'est la liberté de diffuser des copies exactes du programme, quand tu veux. Et la liberté numéro 3, c'est la liberté de contribuer à la communauté. C'est la liberté de diffuser des copies de tes versions modifiées, quand tu veux. Chaque liberté est une liberté, pas une obligation. Tu n'es jamais obligé à appliquer n'importe quelle de ces 4 libertés, mais tu peux le faire quand tu veux. Si un programme respecte ces 4 libertés de l'utilisateur, il est un programme libre, c'est-à-dire que le système social de la distribution et de l'utilisation du programme est éthique. Mais si une de ces libertés manque, le programme est privateur, c'est-à-dire que le système social de son utilisation et distribution n'est pas éthique, et ce programme ne doit pas être distribué. Pas comme ça. Parce que ce n'est pas une question du code du programme, ce n'est pas une question technique, c'est une question du système social dans lequel le programme s'utilise. Mais pourquoi ces 4 libertés sont essentielles? Pourquoi définir le logiciel libre comme ci? La liberté numéro 2 est essentielle pour des raisons fondamentales éthiques. Pour pouvoir vivre une vie éthique comme bon membre d'une communauté. Si tu utilises un programme sans la liberté numéro 2,
tu es en danger de tomber dans un dilemme moral à n'importe quel moment quand ton ami te demande une copie du programme. Donc, à ce moment, tu seras obligé de choisir entre deux mots. Un mal est lui donner une copie et rompre la licence du programme. L'autre mal est le nier une copie et obéir à la licence du programme. Donc, étant dans le dilemme, tu devrais choisir le mineur mal, qui est lui donner une copie qui rend la licence du programme. Pourquoi est-ce que ce mal est le mineur? Parce que nous pouvons supposer que ton ami est un bon ami et mérite normalement ta coopération. Parce que dans l'autre cas, c'est facile. On lui dit « Pourquoi voudrais-je t'aider ?» Donc, il reste l'autre cas, le cas d'un bon ami. Mais le développeur du programme privateur aura attaqué délibérément la solidarité sociale de ta communauté. Donc, si tu ne peux pas éviter de faire mal à quelqu'un, mais meilleur que ce soit le culpable. Mais être le mineur mal n'est pas bon. Il n'est jamais bon d'être d'accord et rompre l'accord. Il y a des accords malveillants et les rompre est meilleur que les obéir. Mais même dans un tel cas, rompre l'accord, faire l'accord et le rompre n'est pas bon. Et si tu lui donnes une copie, qu'est-ce qu'il aura? Il aura une copie non autorisée d'un programme privateur. Ce qui est assez mauvais, c'est presque aussi mauvais qu'une copie autorisée. Donc, ayant bien compris ce dilemme, qu'est-ce que tu devras faire? Éviter de Encombrer. Quoi? Encombrer. De te rencontrer dans le dilemme, de tomber dans le dilemme. Comment dit-on? J'oublie le français aussi, à cause de trop parler espagnol. Tomber. Éviter de tomber dans le dilemme. Et comment? Il y a deux manières possibles. Une manière est ne pas avoir des amis. C'est la manière proposée par les développeurs des programmes privateurs. L'autre manière possible, c'est de rejeter les programmes privateurs, ne pas les avoir. Si tu n'as pas de copie d'un programme privateur, la possibilité de donner ou nier une copie n'existe pas. Donc, pas de problème. Et c'est ma solution. Si quelqu'un m'offre un programme commode que ce soit, sous la condition de promettre de ne pas le partager avec vous, je ne l'accepte pas. Ma conscience m'oblige de le rejeter. Donc,
c'est donc la raison pour la liberté numéro 2, la liberté d'aider le voisin, la liberté de diffuser des copies exactes du programme quand tu veux. La liberté 0 est essentielle pour une autre raison, pour avoir le contrôle de ta propre computation. Il y a des programmes privateurs qui restreignent même l'utilisation des copies autorisées. Par exemple, ils restreignent qui peuvent les utiliser, ou dans quel ordinateur, ou pour quelle fin. Et évidemment, ce n'est pas avoir le contrôle de ta propre computation. La liberté 0 est donc essentielle, mais ne suffit pas, parce que c'est seulement la liberté de faire ou ne pas faire ce que le développeur a déjà décidé d'écrire dans le programme. Donc, le développeur a toujours le contrôle de ta computation, mais il exerce ce contrôle par la décision de que mettre dans le code. Donc, il faut aussi la liberté numéro 1, la liberté d'étudier le code source et de le changer pour que le programme fasse ce que tu veux. Comme ça, tu décides et pas lui. Si tu utilises un programme sans la liberté numéro 1, tu n'as même pas la possibilité merci beaucoup, de vérifier ce que fait le programme. Beaucoup de programmes privateurs contiennent des fonctionnalités malveillantes, conçues pas pour servir l'utilisateur, mais pour surveiller l'utilisateur, restreindre l'utilisateur, parfois même pour attaquer l'utilisateur. Par exemple, les fonctionnalités de surveillance sont assez communes. Un programme privateur qui fait de la surveillance à l'utilisateur que tu peut-être connais de nom s'appelle Microsoft Windows. Quand l'utilisateur de Windows utilise la fonctionnalité dans les menus pour chercher un mot dans les fichiers, Windows envoie un message à Microsoft disant quel mot a été cherché. Donc, c'est une fonctionnalité de surveillance. Mais il y a une autre. Quand Windows XP demande une actualisation, il envoie la liste de tous les programmes installés dans la machine. Autre fonctionnalité de surveillance. Peut-être il y en a d'autres, parce que Microsoft ne nous a pas dit qu'il y avait ces fonctionnalités néfastes. Il fallait de l'investigation pour les découvrir. Et peut-être des autres restent à découvrir. Mais la surveillance n'est pas limitée à Windows, parce que Windows Media Player l'a fait aussi. Il dit tous les sites que l'utilisateur regarde. Mais il ne faut pas penser que uniquement Microsoft soit si mauvais pour le faire, parce que Real Player fait la même. Donc, et je suppose que Real Player l'a fait le premier, parce que Microsoft normalement imite. Et beaucoup de programmes privateurs font de la surveillance à l'utilisateur. Mais aussi, il y a les fonctionnalités malveillantes ne terminent pas avec la surveillance. Il y a aussi la fonctionnalité de ne pas fonctionner. Quand le programme te dit « Je ne veux pas te montrer ce fichier. Je ne veux pas te permettre de copier une portion de ce fichier. Je ne veux pas
imprimer ce fichier pour toi parce que je ne t'aime pas. Je ne parle pas des erreurs. C'est une fonctionnalité implémentée délibérément. La fonctionnalité de ne pas fonctionner pour toi, qui s'appelle aussi la gestion numérique de restriction, ou selon l'abréviation anglaise DRM, et en français, ça s'appelle aussi les menottes numériques. Par exemple, Windows Vista était fait par imposer plus de menottes numériques. C'est ça, c'est son but. Presque son unique but. Une grande avance dans les menottes numériques. On peut trouver des informations davantage dans le site beatvista.org, si vous lisez l'anglais. Et plus généralement, la Fondation de logiciels libres a monté une campagne de manifestation contre les menottes numériques, qui se trouve dans le site defectivebydesign.org. Tu peux t'inscrire dans le site et participer dans les manifestations. Il y avait assez de réactions de la presse. Cette campagne a été efficace, mais nous n'avons pas encore gagné. Nous avons besoin de ta participation. Mais les fonctionnalités malveillantes ne terminent pas dans les menottes numériques. Il y a aussi les portes dérobées. Les fonctionnalités malveillantes pour attaquer l'utilisateur. Un programme privateur qui contient une porte dérobée que peut-être tu connais de nom, s'appelle Microsoft Windows. Parce que quand l'utilisateur de Windows, et je ne dis pas tu parce que tu n'utiliserais pas un tel programme, quand l'utilisateur de Windows trouve que Windows demande une actualisation, Microsoft connaît plus ou moins l'identité de l'utilisateur et donc peut lui livrer une actualisation spécifiquement pour lui. C'est-à-dire, Microsoft a la possibilité de prendre le contrôle complet de son ordinateur. Et l'utilisateur n'a presque pas de recours en ce cas. C'est la porte dérobée connue selon les faits connus. Est-ce qu'il y a des autres? Il y a quelques années en Inde, ils m'ont dit qu'ils ont arrêté quelques programmeurs qui travaillaient dans le développement de Microsoft Windows en les accusant de travailler également pour Al-Qaïda, essayant d'introduire une autre porte dérobée que Microsoft ne devrait connaître. Il paraît que cet essai n'a pas réussi. Mais est-ce qu'il y avait une autre? Nous ne pouvons pas le vérifier. Mais on sait que en l'année 99, quelqu'un a découvert que Microsoft avait introduit une autre porte dérobée pour l'utilisation d'une autre organisation terroriste et violente, les gouvernements des États-Unis. Et je viens
que on a découvert des portes dérobées en Vista, spécifiquement pour le gouvernement des États-Unis. Mais je n'ai pas vu les détails. On voit donc que dans n'importe quel programme privateur sans la liberté numéro 1, il peut y avoir des fonctionnalités malveillantes cachées. Donc, chaque programme privateur sans la liberté numéro 1 exige une foi aveugle de l'utilisateur et n'a pas la possibilité de la justifier. Chaque programme privateur sans la liberté numéro 1 est un programme de faites confiance complète en moi, sans savoir rien. Mais on ne peut pas dire que... je suppose qu'il y a des programmes privateurs sans fonctionnalité malveillante. Mais on ne peut pas savoir quels programmes ils sont. Il y a des programmes privateurs dans lesquels on connaît des fonctionnalités malveillantes et des programmes privateurs dans lesquels on ne les connaît pas. Mais on ne peut jamais être certain qu'un programme spécifié ne contienne pas de fonctionnalités malveillantes sans pouvoir le vérifier, qui exige la liberté numéro 1. Mais, même sans pouvoir identifier les programmes privateurs qui n'ont pas de fonctionnalités malveillantes, nous pouvons supposer qu'il y en a beaucoup. Mais leurs développeurs sont humains, donc ils font des erreurs. Donc le code de ces programmes contient des erreurs. Et l'utilisateur d'un programme sans la liberté numéro 1 est également impuissant face à une erreur accidentelle que face à une fonctionnalité malveillante délibérée. L'utilisateur, si tu utilises un programme sans la liberté numéro 1, tu es prisonnier de ton logiciel. Nous, les développeurs des programmes libres, sommes également humains. Nous nous faisons également des erreurs. Notre code aussi contient des erreurs. La différence est que quand tu trouves une erreur dans notre code, tu as la possibilité de la corriger. Nous ne pouvons pas nous rendre parfaits, mais nous pouvons respecter ta liberté. Et voici la différence. Mais la liberté numéro 1 ne suffit pas, parce qu'il y a des millions d'utilisateurs des ordinateurs qui ne savent pas programmer, qui ne sont pas capables d'utiliser directement la liberté numéro 1, parce que c'est la liberté d'étudier personnellement et changer personnellement le code source du programme. Mais même pour les programmeurs comme moi, la liberté numéro 1 ne suffit pas, parce qu'il y a trop de logiciels dans le monde. Il y a trop de logiciels libres pour qu'une personne puisse étudier le code source de tout et écrire personnellement tous les changements qu'il pourrait désirer. Donc pour avoir vraiment le contrôle de notre propre computation, il faut aussi la liberté numéro 3. La liberté d'aider, de contribuer à la communauté. C'est-à-dire la liberté de diffuser des copies de tes versions modifiées quand tu veux. Avec cette liberté, nous pouvons travailler ensemble, en coopération.
pour faire les changements que nous désirons. Par exemple, s'il y a 1 million d'utilisateurs qui désirent un changement dans un programme libre, on peut supposer qu'entre eux, il y aura peut-être quelques mille qui savent programmer. Et un jour, quelques-uns d'entre eux feront ce changement, ils publieront leur version modifiée et tout le million pourra l'utiliser sans l'avoir écrit, sans savoir l'écrire. Il suffit de l'adopter. Et si tout le monde préfère ce changement, l'adopter se fera sans effort. Parce que après quelque temps, toutes les versions actuelles contiendront ce changement. Comme ça, nous voyons que tous les utilisateurs reçoivent les bienfaits des 4 libertés. Les libertés 0 et 2, la liberté de faire tourner le programme comme tu veux, et la liberté de diffuser des copies exactes du programme quand tu veux, n'importe quel utilisateur peut les... Appliquer. Quoi? Appliquer. Peut les appliquer, merci beaucoup, parce que ces actions n'exigent pas la programmation. Les libertés 1 et 3 exigent de la programmation, la liberté d'étudier et changer le code source et publier la version ainsi modifiée exige la programmation. Donc, chaque utilisateur peut appliquer ses libertés jusqu'au point qu'il sache programmer. Mais, quand les programmeurs le font, les résultats sont disponibles pour tous. Et comme ça, tous les utilisateurs ont les bienfaits. Et ces 4 libertés ensemble nous fournissent la démocratie. Un programme libre développe démocratiquement, sous le contrôle des utilisateurs. Et n'importe qui, et personne n'a de pouvoir sur les autres. Tandis que le programme privateur se développe toujours sous le contrôle de son développeur et impose le pouvoir de son développeur aux utilisateurs. Mais supposons qu'il y a 1000 utilisateurs qui désirent quelques changements dans un programme libre et que personne d'entre eux ne sait programmer. Néanmoins, ils peuvent appliquer les 4 libertés pour avoir le changement qu'ils désirent. Ils peuvent se mettre en contact et créer une organisation pour le faire. Chacun doit payer pour être membre et comme ça l'organisation aura de l'argent pour payer des programmeurs pour écrire le changement désiré. Donc, c'est un moyen d'appliquer les 4 libertés pour ceux qui ne savent pas programmer. Mais pour le faire, l'organisation devra choisir les programmeurs. L'organisation devra demander à un groupe de programmeurs est-ce que vous pourrez le faire, quand, combien coûte-t-il, prêt de nous montrer votre portefeuille pour juger votre capacité. Et après, l'organisation peut demander les mêmes questions aux autres. Et enfin, choisir. Et cet exemple nous montre que le logiciel libre apporte
avec lui un marché libre pour toutes les formes de services et support. Pour le logiciel privateur, le support est normalement un monopole, parce que uniquement le développeur possède le code source. Uniquement lui, il peut faire n'importe quel changement. Si l'utilisateur souhaite un changement, il doit prier au développeur omnipotent, prêt de faire ce changement pour moi. Parfois, le développeur dit à l'utilisateur, payez-nous pour écouter votre problème. Et si l'utilisateur l'a fait, le développeur lui dit, en 6 mois, il y aura une actualisation, achetez-le et vous verrez si nous aurons corrigé votre problème et quel problème nouveau nous vous fournirons. Mais avec le logiciel libre, n'importe qui possède une copie peut étudier le code source, se faire maître du code et offrir du support. Et comme ça, toutes les entreprises et toutes les organisations qui valorisent beaucoup le bon support doivent exiger l'utilisation du logiciel libre pour pouvoir acheter leur support dans un marché libre avec de la concurrence. Cela nous mène à un paradoxe. Parce que normalement, quand il y a un choix de produit pour faire quelque chose, nous disons qu'il n'y a pas de monopole. Mais quand il y a un choix entre 2 produits privateurs, il y a un monopole. Parce que l'utilisateur qui choisit ce produit privateur tombe après dans ce monopole de support. Mais s'il choisit ce produit privateur, il tombe dans ce monopole de support. Donc c'est un choix entre monopoles. Mais la seule manière de s'échapper du monopole est de s'échapper du logiciel privateur, de s'échapper au monde libre, au monde du logiciel libre. Et c'est ça le but du mouvement de logiciel libre, que tout le monde s'échappe du logiciel privateur, que tout le monde utilise ses ordinateurs en liberté. Nous avons construit un nouveau continent dans le cyberespace. C'est le monde libre. Parce que il n'est pas possible d'être libre dans le vieux monde du cyberespace, où chaque programme a son seigneur, qui domine tous les utilisateurs. Pour être libre, il faut échapper. Il faut migrer au monde libre. Et pour être un continent virtuel, il a de l'espace pour tout le monde. Et parce qu'il n'y a pas de peuple indigène dans le cyberespace, nous ne devions pas les déplacer. Nous pouvons inviter tout le monde à vivre en liberté avec nous. Et notre travail de développement de logiciels libres est un travail de faciliter ta migration au monde libre. Il y a 24 ans,
migrer s'échapper du logiciel privateur t'obligerait de développer un système d'exploitation. Maintenant, nous l'avons déjà fait. C'est beaucoup plus facile. Maintenant, ce n'est pas dur, c'est un peu incommode. Donc, pas besoin d'être un héros pour le faire. Mais par contre, ne pas le faire est le signe d'être très couard, Servile. très servile, d'être vache. Vache. Je suis un peu dur d'oreille. Donc, ce paradoxe du choix entre monopoles est un exemple d'un principe très important. La liberté est quelque chose de beaucoup plus grand que d'avoir le choix entre quelques options fixes. La liberté veut dire avoir le contrôle de ta propre vie. Donc, quand quelqu'un essaie d'analyser philosophiquement la liberté, s'il veut démontrer que la liberté n'est pas très importante, il peut commencer par dire que la liberté veut dire la liberté de l'élection, c'est-à-dire le choix entre quelques options fixes. Donc, il a jeté la plupart de la liberté et gardé une petite portion. Et comme ça, il est très facile de démontrer que cette petite portion n'est pas très importante. Mais maintenant, tu sais reconnaître l'erreur. Avoir le choix entre programmes privateurs, c'est pouvoir choisir ton maître. La liberté est ne pas avoir maître. Et dans le champ informatique, la liberté est ne pas utiliser les programmes privateurs. Je suis arrivé à ces conclusions plus ou moins, parce que pas dans leur forme actuelle, dans l'année 83. Et je voulais pouvoir utiliser les ordinateurs en liberté. Mais comment? C'était impossible à l'époque parce que tous les systèmes d'exploitation étaient privateurs. Que faire? Je ne supposais pas que j'avais la possibilité de convaincre les gouvernements à changer leurs lois, ni convaincre les entreprises à changer leurs pratiques. Mais je savais faire très bien une chose, développer du logiciel, surtout le logiciel du système d'exploitation. Donc, je reconnaissais la possibilité de résoudre ce problème social avec un travail technique de développement d'un système d'exploitation. Si je ne pouvais pas libérer les systèmes existants, je pourrais développer un autre et le libérer étant l'auteur. Donc, j'avais reconnu que j'étais conscient d'un grave problème social que les autres ne reconnaissaient comme problème social. J'avais la capacité d'essayer de le corriger et probablement personne d'autre ne le ferait si ce n'était pas moi. Donc, j'avais été élu par les circonstances à faire ce travail. C'est comme si tu vois
voit quelqu'un en train de se noyer et tu sais nager et il n'y a personne d'autre et il n'est pas bouche. Tu as le devoir moral de le sauver. Non, j'exagère. Il y en a d'autres dans le gouvernement des États-Unis qui ne le méritent pas, et peut-être aussi dans le gouvernement de la France. Je crois que le nom commence avec S. On me dit qu'il s'appelle le caniche de bouche, donc il est un politicien, un petit politicien. Mais de toute manière, je ne sais pas nager, mais en ce cas, le travail à faire n'était pas nager, il était développer beaucoup de programmes. Et ça, je savais bien faire. Donc, j'ai décidé de développer un système d'exploitation libre ou mourir dans l'essai. De la vieillesse, je suppose. Parce qu'à l'époque, le mouvement de logiciels libres que j'étais en train de lancer n'avait pas d'ennemis actifs. Parce qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas d'accord, mais ils disaient c'est idiot. Et ils ne faisaient plus d'attention. Donc, l'obstacle n'était pas l'opposition active, mais plutôt un tas de programmes à développer pour avoir tout un système d'exploitation. Et personne ne savait à l'époque si un jour nous pourrons terminer ce travail. Mais quand il s'agit de lutter pour la liberté, on ne peut pas attendre jusqu'à ce que la victoire soit proche. Parce que c'est attendre trop. C'est perdre la plupart des opportunités. Donc il faut commencer quand on ne sait pas si on va gagner ou pas. Mais comme ça, parfois, la liberté gagne. Cette décision fondamentale m'a amené à d'autres décisions techniques. Quel genre de système doit-il être? J'ai décidé de développer un système compatible avec Unix, parce que Unix était un système portable. Je voulais développer un système portable capable de fonctionner sur beaucoup d'architectures d'ordinateurs. Et aussi, la compatibilité pourrait faciliter la migration des utilisateurs Unix. Et je vais donc donner le nom GNU, qui veut dire GNU n'est pas Unix. GNU. Ou en anglais, GNU is not Unix. Un acronyme récursif. Parce que c'est une manière de reconnaître techniquement la contribution d'Unix, mais en même temps une manière de dire que ce système n'est pas Unix. Et c'est très important parce que Unix était un système privateur et Unix est toujours un système privateur. À cause de ne pas être Unix, le système GNU peut être libre. Donc, j'ai commencé le développement du système GNU dans l'année 84.
Et pendant le reste des années 80, le travail du projet GNU était le développement de beaucoup de composants du système. Parce que dans un système semblable à Unix, à l'époque, il y avait des centaines de composants. Dans l'année 90, nous avions presque tous les composants nécessaires pour un système minimal, mais sauf un composant, le noyau. Le noyau, c'est le composant qui apportionne les ressources de la machine aux autres programmes. Et nous avons commencé le développement de noyau dans l'année 90, mais ce noyau ne fonctionne pas. J'ai choisi une architecture pour pouvoir le terminer plus vite. J'ai choisi l'utilisation de micro-noyaux qui existaient déjà, qui s'appelle Mach, comme la base. Et comme ça, nous devrions développer uniquement la moitié supérieure du noyau. Donc moins de travail. Aussi, nous aurions la possibilité de développer ces programmes dans l'espace d'utilisateur. Donc, il serait possible de les débugger avec un débugueur symbolique normal. Et donc, je supposais que tout ira très vite. Mais ce noyau fonctionne, mais pas assez bien pour le recommander. Mais fortunément, nous ne devions pas l'attendre parce que en 91, un étudiant finlandais, Linus Torvalds, a développé son propre noyau utilisant la conception usuelle monolithique. Et ce noyau fonctionnait au niveau minimal dans moins d'une année. Au commencement, ce noyau Linux n'était pas libre. Mais en 92, le développeur a changé la licence du programme utilisant la licence publique générale de GNU, ou GNU GPL, qui est une des licences de logiciel libre. Avec cette licence, Linux était libre. Et la combinaison du système presque complet GNU et le noyau Linux était un système complet et libre. Le système GNU et Linux. Le développement du noyau Linux était une contribution importante à la communauté de logiciels libres parce que c'était l'ultime pas qui a franchi la ligne finale. Avant, nous avions beaucoup de composants qui pouvaient s'utiliser sur des autres systèmes, mais des systèmes privateurs. Après, nous avions un système entier capable d'être installé dans un PC vide. Et pour la première fois, il était possible d'utiliser un PC en liberté. Le but du projet GNU a été, quel verbe s'utilise? Achevé? Oui, achevé. Merci. Donc, ce programme était une contribution très importante, mais en même temps, l'utilisation de ce noyau Linux a déclenché une confusion. Beaucoup pensent que Linux est le système entier et ils oublient le système GNU. Donc, cette erreur s'étend et beaucoup la croient. Et
Comme ça, ils ne reconnaissent pas le grand travail du projet GNU qui a commencé presque une décennie avant. Mais, à part ne pas nous reconnaître, il y a quelque chose de pire, parce que ne pas nous reconnaître et ne pas reconnaître le rôle des motifs des droits de l'homme dans le développement de ce système. Parce que M. Torvalds, le développeur du noyau Linux, n'était jamais d'accord avec notre philosophie de liberté, égalité et fraternité. Il valorise les buts pratiques de l'ingénieur. Il désire d'utiliser des programmes flexibles, confiables, efficients. Et il dit que la liberté n'est pas le but. Il a le droit à ses opinions. Mais ce n'est pas juste que notre travail promeuve ses opinions et pas les nôtres. Et c'est pire qu'injuste parce que c'est dangereux. Parce que ceux qui ne valorisent pas leur liberté sont en danger toujours de la perdre. La liberté est souvent menacée. Et le peuple qui ne défend pas la liberté peut la perdre facilement. On peut regarder, par exemple, aux États-Unis, où nos élus nous ont privés de la liberté au nom de nous protéger des autres ennemis secondaires. Et même en France, on a perdu beaucoup de liberté dans les dernières années. Donc, il faut défendre la liberté. Mais pour défendre la liberté, il faut valoriser la liberté. Et pour valoriser la liberté, il faut le connaître. Dans les autres champs de la vie, on parle des droits de l'homme depuis siècles. Et le débat sur les questions des droits de l'homme a duré des siècles. Il y avait des siècles pour éduquer les gens à reconnaître les idées des droits de l'homme. Ce ne suffit pas pour rendre toujours facile la défense des droits de l'homme, mais c'est au moins une base pour commencer. Mais l'informatique, c'est un champ nouveau dans la vie. Il ne fait que 15 ans que même dans les pays les plus riches, la majorité des citoyens utilisent l'informatique. Très peu de temps pour poser la question des droits de l'homme de l'utilisateur d'un logiciel. Et ce débat a été toujours dominé par les entreprises de logiciels privateurs qui ont beaucoup d'influence dans les médias, qui ont presque complètement dominé ce débat. De manière que même entre les utilisateurs du système GNU et Linux, la grande majorité n'ont jamais écouté ces idées. Quelqu'un leur a proposé d'utiliser ce système parce que c'est efficient, c'est commode, c'est confiable et on peut l'avoir à bon marché, mais personne ne leur a dit qu'avec ce système, on peut avoir la liberté, égalité et fraternité. Et ils ne font pas
la connexion entre les deux. Et à cause de cette confusion d'appeler le système entier comme Linux, quand ces utilisateurs du système GNU voient les articles sur la philosophie du logiciel libre associés au projet GNU, ils se disent pourquoi y faire attention? Cet article s'agit de GNU et moi je suis utilisateur de Linux. Quelle ironie! Ils sont des utilisateurs du système GNU avec Linux comme noyau. Et s'ils le savaient, ils y feraient plus d'attention. Donc, je vous prie d'appeler le système GNU et Linux, et pas Linux tout court. Il faut une seconde pour dire GNU ou GNU/. Une seconde pour le taper. Dans une seconde, il n'y a pas la possibilité d'expliquer la philosophie du logiciel libre. Il faut peut-être 10 minutes au moins. Mais dans une seconde, tu peux préparer les autres à recevoir la philosophie du logiciel libre en les informant qu'ils sont des utilisateurs du système GNU. Et plus tard, quand ils trouvent les articles du projet GNU sur la liberté, ils se diront: ah, c'est un article sur la philosophie de GNU, et moi je suis utilisateur de GNU et Linux. Je dois y faire attention. Donc, nous aurons plus de probabilité de leur convaincre, de les convaincre. J'ai honte de mes erreurs. Maintenant, il n'y a plus de doute, parce que nous l'avons fait en grande mesure. Mais maintenant, la doute n'est plus si nous sommes capables de le faire, mais plutôt s'ils nous permettront de le faire. Si les États nous permettront de servir le public. Si vous avez un instrument portable de surveillance, prêt de l'éteindre, ils savent déjà que tu es ici. Et s'ils veulent écouter mon discours, je suppose, il y a comment dit-on, recording. Il y a des enregistrements d'autres discours dans le réseau disponibles publiquement. Ici, on le sait très bien. Donc, il y a le problème des dispositifs physiques à spécification secrète. Il y a des fabricants de dispositifs qui vendent leurs produits. Ils voudraient te vendre leurs produits, mais ne te disent pas comment ils s'utilisent. Le mode d'emploi est secret. Ça me paraît déjà injuste. Ça ne doit pas être toléré. Mais ça se fait dans quelques champs. Il est très difficile d'écrire un programme libre pour utiliser ce dispositif sans avoir les spécifications. Et qu'est-ce que nous pourrions faire? Quelques-uns pourront faire
un génie inverse pour découvrir comment utiliser ce dispositif. Mais comme j'ai déjà dit, j'ai oublié l'anglais. Et tous les utilisateurs, nous pouvons utiliser notre puissance du marché. Nous pourrions lui dire à cette entreprise que nous n'allons pas acheter vos produits avant qu'ils ne respectent notre liberté, que vous devez publier les spécifications de manière que nous puissions écrire des programmes, des pilotes libres. Mais nous ne le faisons pas, parce que la grande majorité des utilisateurs ne reconnaissent pas le besoin de le faire. Nous ne sommes pas organisés pour le faire. Et c'est par faute de connaissance de la liberté et des questions de la liberté. Et cette faiblesse se reconnaît aussi dans l'utilisation d'une autre expression. Au lieu de dire logiciel libre, beaucoup disent open source ou code ouvert. Pourquoi? Pour ne pas mentionner les droits de l'homme. Parce que dans les années 90, il y avait une portion de la communauté qui ne valorisait pas la liberté, qui ne voulait pas promouvoir ce valeur. Donc, ils ont cherché une autre manière, un autre nom à utiliser. Ils ont choisi open source et ils ont commencé à parler d'open source avec un autre discours qui ne mentionnait pas les droits de l'homme. En lieu de liberté, égalité, fraternité, il disait rentabilité, efficacité, fiabilité. Eux, ils disent qu'ils proposent un modèle de développement, c'est-à-dire un modèle technique, de pratique de développement du logiciel. Et ce modèle permet aux utilisateurs qu'ils regardent le code source et le changer et le diffusent, mais seulement pour le but d'avoir un programme techniquement meilleur. Et je crois que c'est bon d'avoir un programme techniquement meilleur, mais c'est une question secondaire, pas aussi important que les droits de l'homme. Mais eux, ils ne veulent pas mentionner les droits de l'homme, parce que entre eux, il y a des entreprises qui développent aussi du logiciel privateur. Elles ne veulent pas dire aux clients potentiels qu'il y a quelque chose d'immoral dans le logiciel privateur. Donc, ils ne présentent pas la question au plan éthique, seulement au plan pratique. Et parfois, ils convainquent les gens à les utiliser, à utiliser les programmes libres, même à développer des programmes libres. Il y a des programmes libres importants développés par des gens de l'opinion open source. Et ces programmes sont très utiles. Je respecte leur contribution technique à la communauté. Mais sans valoriser la liberté, nous allons perdre la liberté. Et maintenant, cette faiblesse se voit partout dans notre communauté. Ceux qui connaissent la question de la liberté sont très peu. Et donc, les débutants de logiciels libres n'ont pas
même la possibilité d'écouter cette idée. Ils tombent dans le camp d'open source sans savoir qu'il y a un autre. Et comme ça, notre communauté reste faible. Nous ne savons pas utiliser notre force, même notre force du marché. Et il y a aussi des lois qui interdisent le logiciel libre. Aux États-Unis, il y en a deux. Il y a le DMCA, qui était l'inspiration du DADC, qui interdit la distribution des programmes libres pour l'accès aux œuvres publiées dans un format crypté, comme par exemple les DVD. Il y a des programmes libres pour les lire, mais la distribution d'un tel programme aux États-Unis est interdite. Mais maintenant en France, la seule possession d'une copie est interdite. Et c'est pour ça que je n'ai pas de copie de ce programme et que je n'achète pas des DVD. Si tu n'as pas les moyens de rompre les menottes numériques, il faut ne pas acheter le produit. Donc, si tu veux utiliser ce programme libre pour regarder les DVD, tu peux acheter les DVD. Si tu n'as pas ce programme, tu ne dois pas acheter les DVD. Et je suppose que vraiment ne pas les acheter est meilleur dans presque tous les cas. Parce que ces œuvres sont mauvaises. Presque toujours. Quand les États-Unis ont un problème, ils ne cherchent pas à le corriger, mais plutôt l'étendre au reste du monde. Et c'est comme ça qu'il y a le DADC. Mais ce n'est pas la seule loi capable aux États-Unis d'interdire un programme libre, parce que ces lois s'appliquent à un secteur étroit du logiciel, seulement les programmes pour l'accès aux œuvres cryptées. Mais l'autre loi est capable d'interdire n'importe quel programme libre et aussi n'importe quel programme privateur. C'est la loi des brevets. Aux États-Unis, n'importe quelle méthode, technique, algorithme, fonctionnalité ou même une idée partielle d'une fonctionnalité peut être interdit par un brevet pour 20 ans. Mais développer un grand programme est un travail de combiner des milliers d'idées. Si tu regardes ton programme de traitement de texte, tu peux voir des centaines de fonctionnalités. Mais dans une fonctionnalité, il peut y avoir beaucoup d'idées différentes qui peuvent se voir dans la fonctionnalité. Et chaque idée peut être brevetée séparément. Donc, il peut y avoir des milliers d'idées implémentées dans un programme. Et le grand travail d'implémenter un grand programme est d'implémenter la combinaison de beaucoup d'idées ensemble. Mais quand chaque idée peut être brevetée par quelqu'un, celui qui développe un grand programme s'expose à beaucoup de demandes. C'est dégueulasse. Donc, il faut rejeter les brevets informatiques. Et c'est une grande lutte que nous avons faite pendant 10 ans. L'organisation principale qui le fait s'appelle FFII.
FFI a gagné 3 fois, mais ces grandes entreprises poursuivent sans cesse leur but. Et donc, on sait qu'elles essaieront de nouveau. On n'a jamais achevé la défense de la liberté. Il faut toujours le faire. Bon, je veux traiter quelques thèmes secondaires. Premier, le logiciel libre et l'emploi. Quelques-uns prévoient une catastrophe de l'emploi dans le secteur informatique avec le logiciel libre. Mais c'est idiot. Parce que la programmation n'est qu'une portion, une petite fraction du secteur informatique. Et dans la programmation, le développement des programmes privateurs n'est qu'une petite fraction. La grande majorité du développement payé de logiciels est le développement des programmes, comment dit-on, un programme développé pour un client. Sur mesure. Et ce négoce ne va pas changer. Parce que l'entreprise qui veut que quelqu'un développe un programme sur sa mesure cette année devra payer. Même dans un monde où tout le logiciel soit libre, personne ne le fera sans être payé. Donc, cet emploi ne changera pas. Seulement, cette petite fraction d'une petite fraction, l'emploi du développement des programmes privateurs, ces postes d'emploi peuvent se perdre. Mais ce ne veut pas dire que nous perdrons de l'emploi avec cette migration à la liberté. Parce que le logiciel libre génère aussi du travail. Il y a un an, je suis venu à Paris pour un congrès. Ils m'ont dit que les entreprises de logiciels libres en France avaient 10 000 employés. Je suppose que maintenant, il y en a plus. Mais je n'ai pas de données plus récentes. De toute manière, l'emploi de logiciels libres se trouve dans l'adaptation et l'extension des programmes libres. Parce que c'est possible dans le logiciel libre. Mais dans le logiciel privateur, il est impossible. Il n'y a pas la possibilité d'adapter ni d'étendre un programme privateur. Le code source est secret. Mais avec le logiciel libre, il y a cette possibilité et des clients veulent le faire. Donc, il y a une petite fraction à perdre et aussi d'emplois à gagner. Je ne suis pas économiste, je ne sais pas d'estimer les quantités. Nous pouvons perdre un peu d'emploi, nous pouvons gagner un peu d'emploi, mais ce qui se voit, c'est qu'il n'y a rien à craindre. L'autre thème secondaire, c'est le logiciel libre et l'éducation. Les écoles de tous les niveaux doivent enseigner uniquement le logiciel libre. Uniquement. Il y a 4 raisons. La raison la plus superficielle, c'est par faire des économies. Les écoles n'ont pas assez d'argent. Donc, elles sont limitées par leur budget. Elles ne doivent pas perdre de l'argent payant
l'utilisation des programmes privateurs. C'est une raison évidente, mais pas profonde. Et quelques entreprises de logiciels privateurs ont la pratique d'éliminer cette raison en donnant des copies gratuites des programmes pas libres aux écoles. Et pourquoi? Parce qu'ils sont idéalistes et veulent promouvoir l'éducation? Je ne le crois pas. C'est parce qu'elles veulent que les écoles enseignent l'utilisation de leurs produits de manière que les élèves, après sa graduation, ont une dépendance permanente à ces produits. Donc c'est comme utiliser l'école comme un outil d'imposer la dépendance, comme imposer une addiction. Il donne la première dose du drogue dans l'école de manière que l'élève addict en a besoin après. On a besoin après. Et je trouve que ce n'est pas juste. L'école a une mission sociale. L'école doit former les citoyens prêts à participer dans une société libre. Donc les écoles doivent enseigner uniquement l'utilisation des programmes libres et pas l'utilisation des programmes privateurs. Mais il y a une autre raison plus profonde pour l'éducation dans la programmation. À l'âge de 13 ans, plus ou moins, quelques-uns qui sont les programmeurs nés. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, je disais born to code. Le born to code. Oui. Veulent comprendre, veulent savoir tous les détails du fonctionnement de l'ordinateur et du logiciel. S'ils utilisent le programme, ils veulent savoir comment il fonctionne. Mais quand l'élève demande au professeur comment fonctionne ce programme, si le programme est privateur, le professeur ne peut répondre que « je ne sais pas » et tu ne peux pas le savoir parce que c'est un secret. Il n'y a pas d'espace pour l'éducation. Mais si le programme est libre, le professeur peut lui expliquer jusqu'au point qu'il le connaît et puis il peut lui dire « voici le code source, lis-le et tu comprendras tout ». Et il le lira tout parce qu'il veut comprendre tout. Et chaque fois qu'il voit du code qu'il ne comprend pas, il peut apprendre quelque chose de très important. Ce n'est pas la bonne manière de l'écrire. Parce que eux, ils n'ont pas besoin d'apprendre à programmer, parce que pour eux, c'est évident. Mais programmer bien, c'est autre chose. Pour apprendre à écrire bien le code, il faut lire beaucoup de code et écrire beaucoup de code. Mais seulement le logiciel libre offre la possibilité de le faire. J'ai appris à écrire bien le code de cette même manière dans le laboratoire d'intelligence artificielle à MIT. Et je pouvais l'y faire parce que dans ce laboratoire, il y avait un système d'exploitation libre et je pouvais participer dans le développement de ce système.
c'est-à-dire lire beaucoup de programmes, de grands programmes réels, utilisés par les utilisateurs, et créer des changements, des fonctionnalités et ajouter à ces programmes. Et après de le faire beaucoup de fois, j'ai appris à le faire bien. Maintenant, n'importe quelle école peut offrir la même opportunité, mais seulement avec le logiciel libre. Mais il y a une raison plus profonde encore pour l'éducation morale. Parce que les écoles ont la mission sociale d'enseigner pas seulement les faits, pas seulement les méthodes, mais aussi la bonne volonté, l'habitude d'aider le voisin, d'être un bon citoyen d'une société. Chaque classe doit avoir une règle. Élève, si tu apportes un programme à la classe, tu ne peux pas le garder pour toi. Tu dois le partager avec le reste de la classe. Mais l'école doit montrer le bon exemple. L'école doit suivre sa propre règle. L'école doit apporter uniquement le logiciel libre, uniquement du logiciel libre à la classe. Cette école-ci doit enseigner uniquement l'utilisation du logiciel libre et doit enseigner pourquoi le devoir d'un développeur de logiciel est de respecter les droits de l'homme des utilisateurs. C'est une école de l'État. Et respecter les droits de l'homme, c'est la mission de l'État. Faire respecter les droits de l'homme est la mission de l'État. Cette école-ci doit y participer. J'ai terminé. J'ai des autocollants à distribuer. Et j'ai aussi des pins et des porte-clés à vendre. Mais d'abord, je veux répondre aux questions. Il y en a des questions? Je vais prendre le micro. Où en est la version 3 de GPL? Je n'entends pas. Je suis dur d'oreille. Il faut me parler lentement. Et vous parlez assez fort, mais... La version 3. La version 3 de la licence publique générale de GNU. Il y aura dans 85 jours. C'est le plan. Parce que il y a plus ou moins 5 jours, nous venons de publier notre, comment dit-on? Quoi? Brouillon. Brouillon. Et 60 jours plus tard, il y aura le brouillon final. Et 30 jours après, il y aura la licence finale, s'il n'y a pas de changement de plan. Quels sont les problèmes? Je ne sais pas s'il y a des problèmes maintenant, mais il y a quelques points où nous voulons écouter. Bien sûr, on peut faire des remarques sur n'importe quel article, mais l'article où nous attendons peut-être des critiques, c'est dans le paragraphe qui essaie d'interdire d'autres combinaisons, d'autres négoces comme celle de Novell et Microsoft, où une entreprise distribue sa version
d'un programme sous la GPL en accord avec autres entreprises détenteurs de brevets logiciels qui donnent une licence de brevet aux clients de la première entreprise. C'est une manière dans laquelle et la première entreprise paye l'autre pour ce privilège. C'est comme ça qu'il est si dangereux, parce que un détenteur de brevet, comme par exemple Microsoft, peut utiliser ce négoce comme manière de rendre plus ou moins privateur pratiquement un programme sous la GPL. Et le but de la licence publique générale de GNU est d'assurer que chaque utilisateur reçoive les 4 libertés. La manière de l'assurer est d'interdire que l'intermédiaire ôte les libertés et distribue le code sans liberté. Donc, pour écrire ce paragraphe, nous devions distinguer entre cette négoce néfaste, cette négoce ou ce négoce? Ce négoce néfaste et des autres sortes d'accords, comme par exemple les licences croisées normales et se rendre à un parasite de brevet. Donc nous ne voulons pas que ceux qui sont les victimes des parasites de brevet tombent en violation de la GPL à cause d'avoir été attaqués. Donc il a fallu écrire des conditions pour distinguer. Et nous pensons que nous l'avons bien fait, mais il est difficile d'être certain. Donc nous attendons les réponses des entreprises. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais on a appris tout à l'heure que vous étiez à l'UNESCO avant de venir ici. Oui, mais c'était seulement une réunion. Je n'ai pas fait de discours. Non, mais la semaine dernière, Microsoft avait invité plus de 500 enseignants à l'UNESCO pour Innovative Teachers Forum. Ah, je suppose que c'est un essai d'utiliser l'UNESCO comme outil d'implanter la dépendance, l'addiction aux logiciels privateurs. Les institutions sociales et gouvernementales ne doivent pas participer dans une telle action parce qu'elle vise à imposer le pouvoir privé sur la société. Quels sont les bénéfices de l'abandon de la propriété intellectuelle à part de la Quel est le bénéfice? Quels sont les bénéfices d'abandonner la propriété intellectuelle à part la bonne conscience et les mais c'est une confusion. L'expression propriété intellectuelle, c'est une confusion. Parce que cette expression essaie de regrouper un tas de lois complètement différentes qui n'ont presque rien en commun. Donc, il n'y a rien à dire intelligemment à ce prétendant sujet. Parce que réellement, le droit d'auteur, c'est un sujet. Les brevets sont autre sujet. Les marques sont autre sujet.
et les sujets n'ont rien en commun. Donc, je ne propose de rien faire avec la propriété intellectuelle. J'ai des opinions au sujet du droit d'auteur. J'ai des autres opinions au sujet des brevets. Alors, au sujet des brevets. Ah, le brevet, il ne s'agit pas de les abandonner parce que, d'abord, je parle uniquement du champ informatique. Je ne dis rien au sujet des brevets dans les autres champs. Je suis dans la plupart des champs, parce qu'il y a deux champs où j'ai des opinions au sujet des brevets, mais les problèmes sont complètement différents. Les brevets posent des problèmes dans l'informatique, dans l'agriculture, c'est injuste envers les agriculteurs, et dans la pharmaceutique. Mais ces trois problèmes sont complètement différents de structure. Complètement. Dans l'informatique, le problème, c'est que breveter les idées empêche la combinaison des idées dans les produits. Dans la pharmaceutique, le problème, c'est que dans les pays pauvres, c'est le meurtre massif. On peut tuer des millions seulement pour le prix, donc c'est une question de prix. Mais le problème des brevets informatiques n'est pas un problème, n'est pas une question de prix. Donc deux problèmes complètement différents. Et dans l'agriculture, c'est un problème d'interdire aux agriculteurs qu'ils copient leurs plantes et leurs animaux. Trois problèmes de structure différents. Et dans beaucoup d'autres champs, peut-être il n'y a pas de problème. Dans, par exemple, la fabrication des voitures, les brevets dans ce champ posent une question uniquement économique et je n'ai pas d'avis. Donc, je ne propose pas d'abandonner les brevets. Je propose de ne pas étendre les brevets à l'informatique. Alors, je vais formuler ma question autrement. Est-ce que le développeur libre est forcément un sacrifié ou est-ce qu'il peut gagner sa vie en étant développeur libre? Je suppose qu'il a déjà sa vie. Il s'agit, je suppose, de gagner de l'argent avec. Et je n'aime pas cette expression « gagner sa vie » parce que cette expression suppose qu'il va mourir s'il ne veut pas gagner de l'argent comme ça. Mais évidemment, il y a plus d'1 million de volontaires qui développent des logiciels libres. Et ils ne meurent pas. Donc, évidemment, cette question n'a pas de sens. Mais il y en a assez qui gagnent de l'argent, qui sont payés pour développer des logiciels libres. Et comme j'ai déjà dit, presque tout l'emploi payé dans le secteur informatique est indépendant de la question de logiciels privateurs ou libres. Donc, si vous ne trouvez pas de boulot développant de logiciels libres, vous pouvez trouver un boulot développant de logiciels sur mesure, et vous pouvez développer des logiciels libres dans votre temps libre. Et donc, comme ça, vous ne faites rien de mal, et vous pouvez développer des logiciels libres. Et peut-être un jour, vous trouverez un boulot de développement de logiciels libres, mais ce n'est pas assuré. Mais ce n'est pas un problème. Si nous désirons d'avoir plus d'emplois payés de développement de logiciels libres, nous pouvons augmenter les subventions de l'État au développement de logiciels libres. Les États subventionnent une grande partie du développement de logiciels. Pourquoi pas le logiciel libre? Ajouter quand même qu'en France, il y a par exemple une association des développeurs de logiciels libres, par exemple ils en font Solutions Linux,
Il y a aussi par un capital de Ah, mais des ces sociétés de solutions services. GNU et Linux. C'était le nom. C'était le nom. Oui, mais c'est un nom erroné qui ne doit pas être répété. Disons, pour répondre à cette question-là, il y a actuellement, disons, un secteur de services en informatique qui est parfaitement compatible avec la philosophie de logiciel libre et qui peut donner des emplois. Et au contraire, alors par exemple, il y a des gens qui soutiennent le logiciel libre pour cette raison-là. Il y a d'ailleurs un pôle de compétitivité de logiciel libre, d'ailleurs dont je fais partie d'ailleurs. Et effectivement, ces sociétés de services contribuent plus à des emplois en France que les gens qui effectivement achètent des développements de logiciels, des logiciels propriétaires. Privateurs. Privateurs. Achètent des logiciels propriétaires qui sont d'ailleurs développés une partie aux États-Unis ou bien de l'outsourcing dans d'autres pays. Donc si on veut développer une informatique libre en France, effectivement, le logiciel libre est la manière de développer des compétences. Voilà. Et le nom que le nom de... Là, je peux le donner après. Il y a la SS2L, l'association des sociétés de services en logiciel libre, dont le président est Alexandre Zapolsky de l'Inagora, d'ailleurs celui qui a remporté le marché à l'Assemblée nationale. Donc voilà un exemple. Cette société de services, qui n'aurait peut-être aucune chance d'exister en dehors du système de CELI parce que c'est